description du mouvement et seconde loi de Newton. Donc, on va commencer d'abord par les vecteurs pour décrire le mouvement. Donc, première partie, les vecteurs pour décrire un mouvement. Alors, pour décrire un mouvement, d'un point, on utilise un vecteur position. D'accord? Ce qu'on appelle un vecteur position, c'est quoi? C'est le vecteur vitesse. C'est le vecteur position, c'est le vecteur qui nous indique en permanence, dans l'extrémité, c'est le point de position du mobile qui est en mouvement. On a un vecteur vitesse qui en fait correspond à la vitesse, c'est une représentation de la vitesse dans l'espace, et on a un vecteur accélération qui correspond à l'accélération du système dans l'espace. On va détailler toutes ces informations. Donc d'abord, on va commencer par les vecteurs qui décrivent le mouvement d'un point. Donc, vecteurs qui décrivent le mouvement d'un point. Donc, petit 1, premier vecteur qui décrit le mouvement d'un point, c'est le vecteur position. Alors, donc, on va commencer d'abord par une définition du vecteur position. C'est quoi le vecteur position? Ben, il permet de suivre le mouvement d'un mobile, tout simplement. C'est un vecteur qui permet de suivre le mouvement d'un mobile. Donc, en gros, bon, évidemment, je considère qu'on est dans un repère, donc dans un référentiel au X, au Y, par exemple, si on est dans le plan, imaginons qu'on soit dans le plan, ou même dans l'espace, hein, je vais te donner une situation assez générique. Imaginons que l'on étudie le mouvement dans un référentiel. On avait déjà défini ce que c'était qu'un référentiel en première. Donc là, on a l'origine de notre repère, O, et puis on a un point M, par exemple, qui se trouve ici. Donc là, on a M, c'est un point, c'est une position instantanée de notre système qui est en déplacement. Le vecteur position, c'est quoi? C'est le vecteur qui va aller de l'origine du repère vers le point M. Donc ça, ce vecteur OM, qu'on voit ici, OM de T, c'est un vecteur position. D'accord? Donc, c'est ça le vecteur position. Donc, voilà. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. J'ai juste peut-être représenté une trajectoire. Donc, à chaque instant t, le point M va changer, va être modifié. Donc, OM de t, donc dans le repère O, I, J, K. Alors, c'est quoi OIJK? Ben, on va considérer par exemple que là, c'est I, là, c'est J, et K, c'est le vecteur unitaire qui va orienter l'axe vertical. Donc, dans le repère OIJK, à une date précise, à la date, on va l'appeler TI, à une date TI, le vecteur position, donc, c'est quoi? L'origine va lier l'origine au du repère, donc au point M, la position à l'instant TI.
Donc, on note, on peut le noter OM à TI. À cet instant TI. OK. Alors, intéressant, les composantes du vecteur position. Donc, quelles sont les composantes du vecteur position? Les composantes du vecteur position. Alors, le vecteur position va avoir des composantes. C'est quoi les composantes du vecteur position? C'est très simple. Donc, d'abord, donc, on va faire un petit schéma. Donc, prenons, si on est par exemple dans l'espace, l'origine du repère est ici, on a I, on a J et on a K. Le point M se trouve quelque part n'importe où, ici, dans l'espace. Donc, en fait, si tu prends le point M et tu le projettes sur ce plan, donc déjà, il va y avoir deux projections. Donc déjà, on a une projection sur cet axe, donc ça c'est ce point, ça c'est X, d'accord? On est sur l'axe X, l'axe OX. Là, on a une projection sur cet axe Y. Donc là, en gros, on a Y. Et si on prend le point et on vient le projeter sur l'axe vertical, on a aussi une position Z. D'accord? Donc, le point M va avoir plusieurs projections. Ces projections-là sont les coordonnées du vecteur. Pour être plus précis, on va faire ça. Voilà. Et puis là, il faut chercher un truc pareil. Alors, je me suis mal pris, mais c'est pas grave, je peux déplacer le repère ici un petit peu. Voilà, ça va être plus pratique comme ça. Alors, donc, comme tu peux le voir ici, on a X, Y et on a Z. D'accord? Donc, ça, ce sont les coordonnées du point M. Et le vecteur position, c'est le vecteur qui lie l'origine au M, l'origine O à l'extrémité, donc la position M. Donc ça, c'est notre vecteur position. OK? Donc, en fait, on va dire que le vecteur OM va avoir comme, donc à l'instant T, évidemment, le vecteur OM va avoir des composantes X de T, Y de T et Z de T. On va dire que ça, ce sont les coordonnées ou les composantes du vecteur OM. Donc, à l'instant T. D'accord? Est-ce que jusqu'ici, c'est clair? Oui? OK. Donc maintenant, on va définir ce qu'est le vecteur vitesse. Donc ça, c'est le vecteur position. Hein. Ça, c'est simple. On a la position à un instant donné. Le vecteur, c'est à partir de l'origine. On trace le segment OM qui est orienté vers M. Et les coordonnées du point M sont les coordonnées du vecteur position. Maintenant, le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse. Alors, le vecteur vitesse, c'est quoi le vecteur de vitesse? Comment il est défini? Donc, le vecteur,
une vitesse qu'on va appeler v de t d'un point. C'est quoi? Alors, c'est quoi la vitesse? Tu peux me définir juste comme ça globalement ce que c'est que la vitesse? Qu'est-ce qui... Pas de vecteur vitesse non plus. La vitesse, c'est quoi en français, si tu veux me donner une définition de ce que c'est que la vitesse? Comment tu définirais la vitesse? Alors, représentation pour une représentation, c'est je sais pas comment expliquer. J'ai du mal je sais pas comment expliquer. Alors, C'est une distance pour une certaine vitesse, pour une euh, ah, une certaine durée donnée. c'est Par exemple, une si distance, c'est un déplacement. Tu peux dire un déplacement. Quand tu as une vitesse, tu as un déplacement dans un laps de temps donné. Très bien. Un déplacement, c'est quoi un déplacement? C'est un changement de position. Si tu restes au même point, à un instant t égale à 0 et à l'instant t égale à 5 secondes, tu es toujours au même endroit, à la même position. C'est que ta vitesse est nulle. Donc, par rapport au repère d'études, évidemment. Donc, la vitesse, c'est quoi? C'est une variation de position, d'accord? OK? Une vitesse, c'est une variation, c'est un mouvement, un changement de position. Si tu as un changement de position, c'est que tu as une vitesse. Si ta position ne change pas au cours du temps par rapport à ce repère, en l'occurrence d'études, eh bien, tu n'as pas de vitesse. Donc, le vecteur vitesse d'un point m de t, d'un point m, à l'instant t, comme c'est une variation, c'est quoi, comment est-ce qu'on étudie les variations d'une fonction en maths, si tu te souviens? C'est quoi la première chose que tu dois faire pour étudier les variations d'une fonction? je sais plus, j'ai oublié. Quand tu as une fonction, on te dit, ben, étudier les variations. Ça veut dire si elle est croissante ou Ah décroissante. oui, c'est croissante ou décroissante, oui, par rapport à un certain chiffre. Et voir si Qu'est-ce que tu fais par rapport à un certain chiffre? J'ai pas entendu. bah, bah, on regarde si elle est croissante et décroissante, si on regarde à et, et à quelle valeur de x elle change elle change de variation. Mais encore, il y a une façon plus efficace que vous avez vue. Voilà. Ah, Avec la dérivation aussi, en fait. la dérivation, la dérive, on calcule la dérivée de la fonction. Donc, une variation, c'est une dérivation, en fait. Donc, étant donné que le vecteur vitesse v de t d'un point m à l'instant t, c'est quoi, en fait? C'est une variation de la position. Vecteur vitesse, c'est un point m à l'instant t. Et la variation du vecteur position. D'accord? Et la variation du vecteur position à l'instant t. À l'instant t, de combien a varié la position. Donc, v de t, alors je vais l'écrire ici, v de t, c'est quoi une variation? C'est une dérivation. Quand on écrit une dérivée en physique, on écrit d sur dt. Si j'écris dom sur dt comme ça veut dire que je fais varier le vecteur au m en fonction du temps par rapport au temps. D sur dt, c'est l'écriture d'une dérivation en physique. D'accord? Donc, le vecteur vitesse v de t d'un point m à l'instant t est la variation du vecteur position à cet instant-là. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Très bien. Donc, par quoi est caractérisé le vecteur vitesse? Propriété. Propriété. Alors, le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse d'un point est caractérisé par... Le vecteur vitesse d'un point est caractérisé par quoi?
par d'abord sa valeur, par sa valeur, donc la valeur V, exprimée en mètres par seconde. D'accord? Donc, la valeur de la vitesse V exprimée en mètres par seconde. Par sa direction, donc la direction du vecteur, c'est une droite, n'est-ce pas? Qui est donnée. C'est quoi la direction d'un vecteur vitesse? C'est toujours la droite tangente à la trajectoire à cet instant. Donc, donnée par la tangente, donc la droite tangente à la trajectoire. Droite tangente à la trajectoire au point M. D'accord? Ensuite, le sens. Son sens, le sens du vecteur vitesse, c'est quoi? Donc, correspond à l'orientation ou au sens du mouvement. À l'orientation du mouvement à un instant donné, donc à l'instant t. Tout ceci, évidemment, est instantané, c'est-à-dire que ça varie en fonction de t. OK, donc ça, c'est le vecteur vitesse. Alors, souviens-toi, on a dit que le vecteur position OM avait, quand on le représente dans un repère, il a des coordonnées x, y et z. Mais tu es d'accord avec moi, étant donné que le point M lui-même est en mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, x, y et z vont varier, parce que si le point M est ici, donc à la position 2, M2, eh ben, on a des coordonnées différentes. Donc, x et y vont varier en fonction du temps. Au cours du déplacement du point M, ces coordonnées vont constamment, en permanence, varier. Donc, ça signifie que les variations du vecteur position, ce qui est en fait la vitesse, vont avoir des coordonnées qui varient également. Enfin, v de t va avoir des composantes. OK? Donc, la vitesse v va avoir des composantes aussi, c'est-à-dire des coordonnées Vx, Vy et Vz. Alors Vx, ça va être quoi? Ça va être la dérivée de x par rapport au temps. Je rappelle que x, c'est la... Donc évidemment, x, c'est l'abscisse du point M, y, c'est l'ordonnée, z, c'est la cote du point. Donc en gros, la vitesse, le vecteur vitesse, est également un vecteur, enfin, il a également des composantes. Donc en gros, si le vecteur position est défini de cette manière, donc OM a les coordonnées x de t, y de t et z de t, alors le vecteur vitesse aussi a des composantes, et ces composantes, en fait, sont les dérivées de x, y et z. C'est clair ou pas? C'est-à-dire qu'en gros, je prends les coordonnées x, par exemple, ici, et je le dérive. Y, je le dérive. Z, je le dérive, et ça me donne les coordonnées du vecteur vitesse. D'accord? OK. Va falloir qu'on prenne un exemple pour peut-être concrétiser ce que j'explique, parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que ça reste quand même assez flou tout ça. Mais bon, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple avant d'avancer. Exemple.
Donc, imaginons que, considérant un vecteur position, soit le vecteur position, soit le vecteur position suivant, OM à un instant t, qui est défini par x de t égale V0 cosinus de alpha fois t. Souvent, on rencontre ce type d'expression. Et y de t, c'est moins 1 demi gt carré plus V0 fois sinus alpha fois t. Donc, est-ce que tu peux me calculer? Bon, imaginons que c'est un mouvement plan, donc il n'y a pas de z, il y a juste x et y. Donc, est-ce que tu peux donner, donc la question suivante, c'est donner les coordonnées, les composantes, donner les composantes du vecteur vitesse, donner les composantes du vecteur vitesse du centre de gravité, évidemment, de ce système, du système. Donc, voilà, comment tu fais? C'est très simple, je te laisse réfléchir. Donc, tu as les positions x, y, et il faut chercher les composantes du vecteur vitesse. Je vais chercher un verre d'eau et je reviens. Je te laisse faire trouver les composantes, ok? Alors, comment on fait pour trouver les composantes du vecteur du vecteur vitesse? Comment on fait? Donc, le vecteur vitesse va avoir deux composantes, Vx et Vy, comme on l'a vu ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir Vx? Il suffit de dériver x par rapport au temps, d'accord? Donc, notre vecteur v de t, vecteur vitesse, va avoir Vx en fonction du temps et Vy en fonction du temps. C'est quoi Vx? C'est la dérivée de x par rapport au temps. Mais tu vois bien que x dépend de temps, de t, n'est-ce pas? Et on le dérive par rapport à t. Alors, à ton avis, c'est quoi la dérivée de ça par rapport au temps? C'est quoi la dérivée de V0 cos alpha par rapport à t? Cos alpha fois t, c'est quoi sa dérivée? C'est quoi la dérivée de t par rapport à t? Euh, C'était. Bah, c'est comme si je te disais, c'est quoi la dérivée de x? Ah, c'est un. C'est 1. Donc ici, comme on dérive par rapport à t, la t', c'est 1, tu vois. Donc, il reste quoi? Juste V0 fois cos alpha, parce que V0 cos alpha, c'est une des constantes. D'accord? C'est clair ou pas? Oui. OK. Alors, pour y, on a moins 1 demi g fois t carré. C'est quoi la dérivée de t carré? C'est 2t. Très bien, c'est 2t, bravo. Donc, quand on dérive, tu vois, le t carré, ça fait 2t, et le 2t avec le 2 qui est en bas, ça se simplifie. Donc, il nous reste moins gt, tout simplement, tu vois. Donc là, on va faire la même chose, dy sur dt. Alors, ça fait moins g fois t. Et si je dérive, comme tout à l'heure, ici, on a juste v0 sinus alpha fois t. Si je dérive t, ça fait 1. Donc, il reste que v0 sin alpha, tu vois. Donc, là, ça fait plus v0 fois sinus de alpha. OK. Clair ou pas?
Donc, en gros, on te donne les coordonnées de OM en fonction du temps, tu les dérives par rapport au temps et ça te donne les coordonnées du vecteur vitesse. Il y a juste un truc que je comprends pas, c'est pourquoi on dérive pas les vitesses VO et pourquoi on dérive pas les cosinus et sinus. Ah, parce que ce sont des constantes. On dérive par rapport à quoi, nous? On dérive par Ah, rapport, ok. Hmm, on dérive par rapport au temps, tu vois. Si je te dis que cosinus de 20 degrés fois t, ou fois ok. x, tu as une fonction cosinus de 20 fois x. Je te dis dérive cette fonction, bah, tu dérives juste x. Ça, c'est une Ouais. constante, le cosinus de alpha. D'accord? Hmm. On va voir dans quel cas particulier par la suite. Peut-être pas aujourd'hui, mais cette forme-là, ce qu'on appelle les équations horaires, ce sont des formes qui sont assez classiques, qu'on verra abondamment au cours de l'année, avec des cosinus et des sinus comme ça. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Ok, donc là, on a compris globalement ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir la vitesse, c'est la dérivée de la position, quoi. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. D'accord? Évidemment, le vecteur vitesse va varier également en fonction du temps. C'est plus des considérations mathématiques, des outils mathématiques qui nous permettent de simplifier l'étude d'un mouvement, quoi. Ok, maintenant le vecteur accélération. Alors là, on a vu le vecteur position, le vecteur vitesse, c'est 3. On va voir le vecteur accélération. 3, vecteur, le vecteur accélération. Le vecteur accélération. Alors, c'est quoi le vecteur accélération? Donc, le vecteur accélération, que je vais appeler A de t, bah, c'est quoi l'accélération? Qu'est-ce que ça signifie que d'accélérer, Vincent? Si tu es dans une voiture et que tu accélères, qu'est-ce que ça signifie concrètement en français? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, et qu'on augmente la vitesse de la voiture. C'est ça, exactement. Donc, tu fais varier la vitesse, quoi. Tu étais à 60 km/h, tu accélères, tu passes à 80 km/h, quoi. Tu vois? Donc, accélérer, c'est juste faire varier la vitesse. Et alors, si tu as compris le principe, quand on fait varier quelque chose, ça veut dire quoi mathématiquement? Varier. Qu'est-ce qu'on fait en mathématiques quand on fait les variations, en études de variation? La On variation, étudie, on étudie une courbe. ouais, mais on associe à quoi une variation? C'est la même question que je t'ai posée tout à l'heure. Je Ah, t'avais dit bah, à la dérivation. la dérivation. Voilà, exactement. Donc, si on veut chercher les variations d'une fonction, on la dérive. Donc, en gros, l'accélération à 2t, vecteur accélération, c'est la variation de quoi? Du vecteur vitesse. Parce que quand on accélère, on fait varier la vitesse. Donc, l'accélération est la variation du vecteur vitesse. D'accord? Donc, en gros, A de t, l'accélération A de t, c'est la dérivée de la vitesse de v par rapport au temps. C'est clair ou pas? Hmm. A de t, c'est d de v sur dt. A de t, c'est dv sur dt, la dérivation de la vitesse par rapport au temps. OK. Alors, je ne sais pas si en maths, vous avez vu la dérivée seconde. Quand tu dérives une dérivée, la dérivée de la dérivée, f seconde par exemple. Ça te dit, Bah, c'est f prime prime. C'est qu'en gros, tu as une fonction. on n'a pas vraiment fait ça en maths, euh, mais une dérivée, oui, mais après, je pense que c'est à peu près le même principe C'est c'est le même exactement principe. qu'une C'est ça. dérivée. On dérive. Exactement. Mais C'est-à-dire là, que on en a fait en maths. c'est ça, tu dérives une première fois, puis une deuxième. En gros, par exemple, en maths, la fonction f de x, imaginons, c'est moins 2x au cube, par exemple, moins 2x au cube. Ben, si tu calcules f', ça te fait moins 2 fois 3, ça fait moins 6x carré, tu vois. Et si je dérive encore, f', ça va faire f seconde de x, je dérive la dérivée, donc ça fait moins 12x, tu vois. Parce que moins 6 fois 2, ça fait moins 12 fois x. X carré, c'est 2x, tu vois. X cube prime, ça fait 3x carré, 3 fois 2, 6, tu vois. Donc,
f seconde, seconde. Donc là, en fait, pourquoi je te parle de ça? Parce que l'accélération, c'est une dérivée première de la vitesse, mais la vitesse elle-même, c'est une dérivée, en fait. C'est la dérivée première de la position. Donc l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps, tu vois. Mm. Donc, le vecteur vitesse étant la dérivée temporelle du vecteur position, le vecteur accélération, c'est une dérivée temporelle du vecteur vitesse. Donc, en fait, on peut écrire l'accélération comme étant la dérivée seconde de la position. Mais comment on va l'écrire en physique? Parce qu'en maths, on écrit prime, mais en physique, on n'écrit pas prime. On dit qu'on a dérivé deux fois. Comment on écrit ça? On écrit d carré, tu vois, d deux fois, Mm. 2 au m, donc du vecteur OM, par rapport au temps. Mais on a dérivé deux fois par rapport au temps. Là, on va écrire des t carrés. C'est juste une notation. Quand j'écris d carré sur quelque chose, sur des t carrés, ça veut dire que j'ai dérivé deux fois, en fait. Donc là, en physique, on va dire qu'on a dérivé deux fois la position OM par rapport au temps. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Donc, le vecteur accélération d'un mobile va avoir plusieurs caractéristiques, notamment la valeur, donc sa norme, une direction et un sens, un peu comme le vecteur vitesse. Euh, voilà, donc on va les décrire. Donc, propriété. Propriété. Donc, le vecteur accélération, le vecteur accélération d'un point mobile est caractérisé par, par quoi exactement? D'abord, par sa valeur. Donc, le vecteur accélération a une valeur A. Donc, c'est quoi l'unité de l'accélération? C'est en mètres seconde moins 2 en fait. La vitesse, c'est mètres par seconde. L'accélération, c'est mètres seconde moins 2. Sa direction, donc c'est quoi la direction? C'est voilà, c'est une droite, en fait. Et en fait, c'est la droite qui est définie par la variation du vecteur vitesse, quoi, tout simplement. Et puis, on a un sens. C'est le sens, en fait, est défini par la variation de la norme du vecteur vitesse. Alors, l'accélération, elle peut être négative, hein. Qu'est-ce que ça signifie qu'une accélération négative? Que, que, que l'objet recule. Non, il ne recule pas. Il peut avancer, mais avoir une accélération négative. Ça, Si la ah, vitesse est alors, négative, elle ralentit. il ralentit, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il recule. Si tu es à 60 km/h et que tu veux t'arrêter à un feu rouge, tu avances quand même. Tac, à 200 mètres et que tu commences à freiner, ben, tu as une accélération négative. Mais pourtant, tu avances. Ça n'a rien à voir avec la direction du mouvement. Une accélération négative signifie que la vitesse va baisser, tout simplement. Donc, on va avoir une accélération négative, une valeur négative de la... Par contre, une vitesse négative, là, ça signifie effectivement qu'on recule. Si la vitesse est négative, mais si l'accélération est négative, ça ne veut pas dire qu'on recule. OK? Bon, évidemment, la direction et la vitesse, bah, tout ça, en fait, c'est défini par la direction, donc défini par la direction du vecteur, défini par la direction du vecteur, défini par la direction, non, par la variation du vecteur position, du vecteur vitesse, par la variation du vecteur vitesse.
Le sens est défini également par le sens de la variation du vecteur vitesse. Vous avez vu la variation du vecteur vitesse en première, tu sais, c'est quand tu représentes un vecteur pour la vitesse V2, V1 et tu fais la différence. Oui. Voilà, c'est ça Et la c'est delta V. Comment? C'est représenté avec écrit delta V, non? C'est ça, delta V. Bah, delta V, c'est ça la variation du vecteur vitesse, c'est exactement ça. Ok, bah, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, la même chose, si on considère encore une fois donc les mêmes composantes, hein, on va essayer de faire la même chose. Donc, exemple, donc soit le vecteur vitesse suivant, en fait, on va faire la suite, c'est-à-dire qu'on va prendre le même vecteur vitesse qu'on a trouvé, on va essayer de trouver l'accélération qui correspond à ça. Copier. Prenons ce vecteur-là. Donc, vecteur vitesse suivant, et on va essayer de calculer l'accélération. Donc, cherchant les composantes du vecteur accélération. Comment je fais? On sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, D au carré. Oui, d au carré. V0 fois cosinus d'alpha moins gt plus v sinus de alpha divisé par dt au carré. si on peut faire d carré x par rapport à dt carré, mais ça, si on voulait partir directement des positions, on peut directement partir de là et dériver deux fois. Mais on a déjà dérivé une première fois, on a trouvé le vecteur vitesse. Donc, il suffit de dériver une fois la vitesse, parce qu'on a déjà la vitesse. D'accord? Mm. Donc, l'accélération en fonction du temps ici, je peux juste venir ici dériver ça. Mais tu vois, si je dérive, si je cherche ax de t, et ça signifie que je vais dériver vx par rapport au temps. Je dérive toujours en physique par rapport au temps, généralement, hein. Donc, si je dérive par rapport au temps, qu'est-ce que j'ai comme Vx? J'ai V0 cos alpha, mais V0 c'est constant et cos alpha c'est constant aussi. Donc, c'est quoi la dérivée d'une constante en maths? C'est égal à quoi? C'était euh, à la constante, non? Si tu prends 0, si tu prends 5 et tu dérives, par exemple, 5 prime, c'est quoi? Ouais, parce que ça fait zéro. Oui, ça C'est fait zéro. 0. Donc, on dérive une constante, c'est 0. Ça, c'est une constante. Donc, Vx de t, v de t reste constant. Donc, Vx de t, pardon, reste constant. Donc, quand on le dérive par rapport au temps, ça fait 0. Donc, on n'accélère pas selon cet axe-là. AY de t, c'est la même chose, c'est dvy sur dt. Dvy sur dt. Là aussi, tu vois, on a une somme. Donc, là, par contre, c'est pas constant parce que moins g fois t, quand on dérive moins gt par rapport à t, qu'est-ce que ça donne? Ça fait alors, ça fait moins g fois la dérivée de t. C'est quoi la dérivée de t par rapport à t? C'est un. C'est 1, donc juste moins g, tu vois. Et Ok. le V0 et le V0 sin alpha, si on le dérive par rapport au temps, ça fait 0. Donc, ça fait juste moins g, du coup. D'accord? Donc, A de t a deux composantes, l'accélération, une composante selon x qui est de 0 et une composante selon y qui est égale à moins g. D'accord? Oui. Tout ce qu'on a vu, ces repères-là, enfin, toutes ces composantes qu'on a vues, ces dérivées, tout ça, ces coordonnées,
c'est dans un repère qui est fixe, tu vois. C'est un repère cartésien, OIJK, tu vois. C'est-à-dire qu'on considère que le repère est fixe et qu'on a le mobile qui tourne dans ce repère. Le repère, il ne bouge pas, tu vois. Mais on peut avoir aussi ce qu'on appelle un repère mobile. D'accord? C'est quoi un repère mobile? C'est un repère qui bouge avec le système. C'est possible. Là, on a choisi un repère qui est fixe, qui est stable, qui ne bouge pas en fait par rapport auquel on va étudier le mouvement. Mais on peut aussi considérer que le mouvement peut se faire en fait dans un repère mobile. Donc là, c'est ce qu'on va voir. On peut voir. euh, alors, là, on a tout fait sur un repère fixe, vecteur linéaire de mouvement. Donc, ouais, bon, je ne vais pas donner le chiffre 2. On va faire dans un repère mobile. Donc, dans un repère mobile. Qu'est-ce qui se passe dans un repère mobile? Alors, dans un repère mobile, lorsque le mouvement du système est circulaire, par exemple, il est plus facile de décrire le mouvement dans un repère mobile. C'est ce qu'on appelle le repère mobile ou le repère de Freinet. C'est très intéressant, c'est très utile, très utilisable, très répandu dans les exercices de terminale, dans un certain type d'exercice, notamment quand il s'agit d'étudier, par exemple, le mouvement d'un satellite ou autre. C'est ce qu'on appelle un repère, donc définition. Du repère, du repère de Freinet. Alors, un physicien qui s'appelle Freinet. Donc, le repère de Freinet, c'est quoi? Euh, alors, le repère de Freinet, qu'on va appeler M. Donc, l'origine du repère, c'est le point lui-même, tu vois. C'est-à-dire que on va associer au mobile qui bouge un repère qui est collé à lui, en fait. C'est-à-dire que l'origine, ça va être le point M. Et on a deux vecteurs. On a un vecteur qu'on va appeler un vecteur normal, UN, et on a un vecteur unitaire tangentiel, qui va être orienté, qui va être tangent à la trajectoire. Donc le repère de Freinet MUNUT est un repère, c'est un repère utilisé dans le cas, utilisé dans le cas où le point mobile, utilisé dans le cas où le point mobile, il est utilisé dans le cas où le point mobile est en mouvement autour d'un point fixe. Donc c'est un cas particulier. Si le point mobile tourne autour du point fixe, on utilise ce repère, ce qu'on appelle le repère de Freinet. Alors, en gros, pour concrétiser la définition, imaginons qu'on ait un astre, ici, quelconque, astre. Ça peut être la Terre, ça peut être Saturne, ça peut être Mars, peu importe. On a un astre, et puis autour de cet astre, on a par exemple un satellite qui tourne, un point mobile, satellite, astéroïde, peu importe. Donc, prenons le point M. Donc, le point M tourne. Donc là, on va avoir le repère de Freinet, c'est quoi? C'est un repère qui est associé à ce point M. Il va avoir deux vecteurs. Un vecteur qui est orienté vers l'astre. Ça, tu vois, ce vecteur-là, c'est le vecteur UN. Il est toujours normal, c'est-à-dire toujours orienté vers le centre de l'astre qui est fixe. Et puis, on a un autre vecteur qu'on va appeler le vecteur tangentiel, UT. Il est toujours tangent à la trajectoire, tu vois. Donc, ce repère-là tourne avec l'objet, tu vois. Donc, on a un point, on a un vecteur UN qui est vers le centre et on a un vecteur UT qui est tangent
à la trajectoire. Bon, j'aime pas trop ce vecteur-là parce qu'il n'est pas vraiment tangent. Je vais le refaire. Hop. Pourquoi il me met ici? Peut-être comme ça. Voilà. Donc là, mon vecteur ut ici, il est tangent. OK? Donc, quand on a une trajectoire, par exemple, circulaire ou elliptique, on a toujours ce repère de Freinet qu'on va associer, qu'on va consolider au point qui fait le tour, qui tourne, qui gravite, qui a une trajectoire circulaire, concentrique sur l'astre. Voilà. Alors, bon, évidemment, ce repère, l'origine du repère, donc ce repère mobile, ce repère est défini, ce repère est défini à partir de son origine, donc du coup le point M lui-même, donc un vecteur unitaire d'un vecteur unitaire UN, donc un vecteur unitaire UN perpendiculaire, orthogonal, perpendiculaire à la trajectoire du point. Euh, Perpendiculaire à la trajectoire, oui, c'est ça, du point et orienté vers le centre de l'astre. Et puis, on a un vecteur unitaire UT et UT, lui, il est tangent à la trajectoire, qui est tangent à la trajectoire. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est clair ce que c'est ce repère de Freinet? Hmm. Oui? Oui, non, Non? si, relis juste, je relis juste pour voir si j'ai bien compris. Ok. D'accord. Bon, j'ai bien compris. Ok. Alors, ce qui est intéressant avec ce vecteur, c'est que c'est la propriété suivante. Propriété. C'est qu'en fait, dans le repère de Freinet, dans un repère mobile, dans un repère mobile M, UN, UT, les composantes, donc les composantes du vecteur accélération, les composants du vecteur accélération du point M, évidemment, les composants du vecteur accélération du point M sont liés à sa vitesse v. En fait, les composants du vecteur accélération sont liés à la vitesse. En fait, si tu veux, dans ce repère-là, l'accélération du point M, elle va avoir deux composantes. Une composante selon AT et AN, d'accord? On a une composante selon, si tu veux, une composante selon le vecteur tangentiel et une composante selon le vecteur normal.
La composante qui est selon le vecteur tangentiel, en fait, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais la vitesse sans vecteur, c'est-à-dire la dérivée de la fonction de la vitesse. Et à n, c'est la vitesse v carré divisée par r. Mais c'est quoi ce r? R, c'est le rayon de la trajectoire. Beaucoup de choses vont s'éclaircir quand on fera les exercices. Mais le chapitre est immense. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer le plus tôt possible à parler de ça, parce que c'est parmi les choses qui sont les plus... Enfin, c'est parmi les chapitres qui ont le plus d'importance en terminale, dans le sens où c'est vraiment un gros morceau, quoi. D'accord? Donc, en gros, l'accélération A du point M, par exemple, du satellite qui tourne autour de la Terre. Imaginons le point M, c'est le satellite. C'est un satellite qui tourne autour de la Terre. L'accélération, elle a deux composantes, si tu veux, deux coordonnées. Une coordonnée selon UN, qui est verticale et qui est orientée vers le centre, et une coordonnée selon UT, qui est tangentielle. La coordonnée tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ça, c'est la coordonnée tangentielle de l'accélération. La coordonnée normale de l'accélération, c'est le carré de la vitesse divisé par le rayon de la trajectoire, ou le rayon de l'orbite euh, du satellite, en l'occurrence. OK ou pas? D'accord. Donc là, on a terminé les instruments qui vont nous permettre de voir un truc hyper intéressant. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois, qui est en fait qui est la deuxième loi de Newton. La seconde loi de Newton, ou ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique. Mais il était nécessaire de comprendre ça pour pouvoir continuer, parce que c'est vraiment une loi fondamentale. C'est une extension du principe d'inertie que vous avez vu en première.